je vais juste présenter brièvement François. Donc, François est un ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Il est professeur en maths spé au lycée Barthou à Pau. Il est auteur de plusieurs ouvrages de maths, écrits en LaTeX, bien évidemment, et aussi auteur d'Extension LaTeX, donc Nice Matrix, qui était une des premières. Non, peut-être il y avait With a Rose avant, d'ailleurs. Nice Matrix, Cascade, et puis donc Python, dont il va nous entretenir aujourd'hui. Voilà, merci François, à toi. Oui, donc effectivement, je vais parler de l'extension Python. Alors, l'extension Python se charge de faire un formatage avec coloriage syntaxique de listing en Python. Donc évidemment, on peut se demander pourquoi j'ai écrit cette extension alors qu'il existe d'autres extensions bien rodées et anciennes qui se chargent d'un travail similaire et qui s'appliquent d'ailleurs à une très large gamme de langages informatiques. Alors, évidemment, je vais entre autres répondre à cette question au cours de cette petite présentation. Donc, d'abord, sur le fait que pour le moment, l'extension Python ne permet de formater que des listings Python. C'est une situation qui est purement liée au fait que j'enseigne moi aussi le Python et que donc j'ai développé l'extension prioritairement pour ce langage de programmation, mais que les idées sous-jacentes permettront facilement, relativement facilement, de l'étendre à d'autres langages de programmation. Donc, concernant le nom, alors justement, de l'extension, eh ben, c'est simplement ça, c'est que j'ai choisi un nom qui est une déformation du mot Python, puisque pour le moment, l'extension ne compose que des codes Python. Mais je l'ai choisi de telle sorte que si après, comme je pense que ce sera le cas, elle permettra de formater des codes d'autres langages, le nom ne sera pas trop proche de Python, Python. Donc, oui, puisque la première version de cette extension, ben, je l'ai déposée sur CTAN le 15 septembre, la version 06. Et alors, pour le moment, c'est la version 0.99 et très bientôt, je déposerai la version 1.0. Alors, je vais parler de l'utilisation pratique de cette extension, mais ensuite, je n'entrerai pas dans tous les détails. Hein. Ensuite, comparaison avec la concurrence, évidemment. Et ensuite, je développerai certaines idées qui sont sous-jacentes au fonctionnement de l'extension Python et justement qui font peut-être la différence avec les autres extensions qui existent déjà. Alors déjà, la première chose, c'est que l'extension Python nécessite l'utilisation de l'UA-LaTeX. Et donc, c'est impossible de l'utiliser avec un autre moteur de compilation comme ZLaTeX ou PDF-LaTeX. Et la raison est très simple, c'est que l'extension Python utilise le code Lua et surtout une bibliothèque qui s'appelle LPEG et qui est incorporée dans l'UATeX. Et alors, c'est quand je me suis aperçu cet été de l'existence de cette extension, de cette bibliothèque LPEG qui est incorporée dans l'UATeX, j'ai eu l'idée de l'utiliser. Et après, je suis allé chercher sur Internet, sur CTAN, et je me suis aperçu qu'elle a quand même déjà été utilisée par un auteur dont je ne sais pas exactement quel est le nom, mais il a fait une extension très connue maintenant qui est Tabulare. Et il a écrit aussi une autre extension qui utilise LPEG, mais en fait qui ne fait que du formatage de code LaTeX. C'est-à-dire pour présenter
le code LaTeX des extensions qu'il a lui-même écrites. Et qui plus est, en regardant un peu, sauf erreur de ma part, il n'a pas tout à fait, je pense, exploité la puissance de la bibliothèque LPEG. Alors, pour l'utilisation donc de l'extension Python, bon, alors évidemment, c'est très simple. On charge Python avec use package Python. Alors, elle nécessite aussi que l'extension Xcolor soit chargée avant ou après. Si l'extension Xcolor n'est pas chargée, il y a une erreur. Alors, j'aurais pu évidemment demander, programmer l'extension Python pour qu'elle charge l'extension Xcolor avec un require package. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai pensé que c'était peut-être un peu plus simple pour éviter les problèmes de clash d'options qui sont assez fréquentes avec l'option Xcolor, même s'il y a des moyens, hein, bien sûr, de limiter ensuite les problèmes de clash. Alors, au chargement de l'extension, il y a quelques options qui sont disponibles. Donc, mais la plupart des options, eh ben, ce n'est pas avec au moment du chargement de l'extension, c'est avec une commande dédiée et qui s'appelle Python Option. Voici. Donc, ensuite, l'extension Python fournit à l'utilisateur des commandes et des environnements pour formater du code Python, puisque c'est le but. Alors, pour commencer, eh bien, il y a une commande Python, donc avec un P minuscule. Et alors, celle-ci, c'est pour formater des éléments courts qui tiennent sur une ligne. Donc, j'ai un exemple là-dessous. C'est une fonction Python complète, même si elle ne tient que sur une seule ligne. Bon, mais on peut aussi, évidemment, l'utiliser pour formater des morceaux qui ne sont pas des déclarations complètes de fonctions Python. Bon, alors, il y a juste, comme souvent avec les extensions qui ont à utiliser du code verbatim, quelques petites complications. Donc, dans la dernière version de Python, mais ça ne changera certainement pas, et bien, cette petite commande Python, elle a deux syntaxes. Alors, la syntaxe classique, donc une syntaxe classique, si je puis m'exprimer ainsi, bon, ben, c'est l'argument, ben, il est mis entre accolades. Voilà. Et alors, attention, parce que la chose qui peut surprendre, c'est que l'argument n'est pas pris en mode verbatim. Et de ce fait, elle peut sans problème être utilisée à l'intérieur d'autres commandes LaTeX. Donc, y compris dans une commande footnote, pour avoir une note en bas de page. En fait, comme vous le savez sans doute, les commandes LaTeX, des fois, posent des problèmes quand on les utilise à l'intérieur d'autres commandes pour deux raisons. Il y a le problème des cas de code, des catégories de caractères. Voilà. Et puis, il y a aussi la question des commandes LaTeX qui, des fois, doivent être protégées si elles ne le sont pas déjà avec Protect, comme ça se fait, ça se faisait, on était obligé de le faire assez souvent dans des choses comme Footnote. Bon. Et de plus en plus de commandes LaTeX ont été rendues robustes par le noyau LaTeX. Et donc, on a moins à l'utiliser. Bon, et donc, en l'occurrence, la commande Python, elle est définie pour être en mode protected directement. Alors, même si, évidemment, l'argument n'est pas pris en mode verbatim, il y a quand même quelques caractères qui nécessitent d'être protégés par une contre-oblique, à savoir la contre-oblique, l'esperluette et les accolades. Donc, ce qui fait que, voici simplement quelques exemples. Donc, si on tape Python, ma chaîne égale, donc on veut avoir l'affichage qui est là. C'est une chaîne ici, Python, qui est entre quotes et qui ne contient que anti/n,
qui est en Python dans la chaîne de caractères le retour à la ligne. Bon, ben, comme il y a une contre-oblique, dans la commande Python ici, il faut doubler la contre-oblique, ce qui est fait ici. Bon, après, de toute manière, pour ce qui est des codes, des programmes en Python, on utilise assez rarement des contre-obliques en Python. Donc, normalement, on n'a pas beaucoup à utiliser. C'est l'un des rares exemples. Alors ensuite, autre exemple, ici, une commande qui, ça c'est du Python, hein, qui prend en argument un entier et qui renvoie un booléen pour indiquer si l'entier est pair ou impair. Et comment on voit si l'entier est pair? Ben, on fait la division euclidienne par 2, enfin, le reste de la division euclidienne par 2, et on regarde s'il est nul. Et il se trouve qu'en Python, le symbole pour le reste de la division euclidienne, c'est un symbole de pourcentage. Donc, évidemment qu'on ne peut pas taper pourcentage directement, puisque sinon, ça serait caractère de commentaire en LaTeX. Donc, voilà, ben, il faut le faire précéder par une contre-oblique. Bon, donc, évidemment, c'est quasiment le seul usage du symbole pourcentage en Python. Alors, il y a aussi le caractère... alors là, ce qui se passe, c'est que le caractère dièse n'a pas nécessité à être préfixé. Mais ce qui se passe, par contre, c'est que comme l'argument de Python n'est pas pris en mode verbatim, eh ben, il y a ce phénomène qui est lié à TeX, et qui est que lorsque TeX va lire l'argument, les espaces successifs, là, qu'est-ce que c'est que ça? Je reviens, pardon. Donc, les espaces successifs sont compressés en un seul espace. Voilà, ça c'est au niveau même des yeux, comme on dit dans le textbook, hein, des yeux de TeX. Bon, et ensuite, ici, dernier exemple avec des accolades. Ben alors, si les accolades, là, elles servent à délimiter les accolades d'un dictionnaire Python. Voilà, donc un dictionnaire en Python, c'est entre une paire d'accolades. Et si les accolades sont correctement imbriquées par paire, eh ben, il n'y a pas besoin, pas nécessité de les faire précéder par des contre-obliques. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Voici. Donc, alors après, il y a une deuxième syntaxe pour la fonction Python. C'est en mode verbatim. Donc, une syntaxe très proche de la commande verbe, VERB, de LaTeX, et des commandes qui l'étendent, comme avec Fancy VRB. Donc, on met Python et après, on met un caractère. On choisit le caractère que l'on veut et c'est le même caractère qui doit servir à terminer l'argument. Évidemment, il faut que ce soit un caractère qui ne soit pas pris, qui soit pas présent dans l'argument lui-même. Puis alors là, c'est vraiment du verbatim, ce qui fait que comme la commande verbe de LaTeX, elle ne peut pas être utilisée à l'intérieur de l'argument d'une autre commande LaTeX. Mais par contre, on peut l'utiliser à l'intérieur d'un environnement. Ce qui fait que les exemples de tout à l'heure, c'est les mêmes. Mais là, Python, alors si on met, avec par exemple ici, la barre verticale pour délimiter, bon, ben, il n'y a pas besoin de mettre de contre-oblique pour protéger la contre-oblique qui doit s'afficher ici. Bon, ben là, pareil, hein, pas de contre-oblique devant le symbole pourcentage. Bon, là, pour changer, j'ai délimité l'argument avec des symboles d'exclamation. Ici, je l'ai délimité avec des plus. Et là, les espaces sont respectés, le nombre exact d'espaces, puisque c'est en mode verbatim. Et enfin, bon, ben, dernier exemple, j'ai mis des points d'interrogation pour délimiter l'argument. Et vous avez bon, l'affichage qui est sans surprise. Alors ça, c'est pour des petits éléments de moins d'une ligne. Alors pour les éléments de plusieurs lignes, ben, c'est un environnement. L'environnement s'appelle Python, mais cette fois-ci avec un P majuscule. De toute façon, comme vous le savez probablement, il n'est pas possible hein, en LaTeX créer un environnement qui aurait le même nom qu'une commande. Voilà. Donc, par conséquent, là, j'ai mis un P majuscule.
Alors, l'usage est très facile pour avoir l'affichage def, carré x, etc. Bon, ben, c'est begin Python et puis le contenu. Alors après, ce qui se passe quand même, c'est que Python capte son contenu selon un mode verbatim. Et de ce fait, il y a quelques limitations. Mais ça serait pareil avec tous les environnements qui captent leur contenu, en particulier pour afficher du verbatim. Donc, en particulier, si on utilise Python dans un frame, un environnement frame de Beamer, eh ben, il faut utiliser la clé fragile de l'environnement frame. Alors également, il n'est pas possible de définir un nouvel environnement qui agirait comme l'environnement Python, par exemple le renommer simplement, avec une simple commande New Environment de la tech ou New Document Environment de la tech 3. Alors c'est pareil que pour certains environnements de la MS Math. Hein. On ne peut pas redéfinir comme ça l'environnement Line de la MS Math avec un New Environment parce qu'on risque d'avoir des problèmes. Bon, ben, pour ce faire, pour résoudre ce problème, Python il a une commande dédiée qui s'appelle New Python Environment. Et enfin, dernier outil qui est fourni à l'utilisateur pour formater du code, ben, c'est Python Input File qui, sans surprise, va prendre en argument le nom d'un fichier Python et va l'inclure en lui faisant subir le formatage et le coloriage syntaxique. Bon, ensuite, personnalisation de Python. Eh bien, vous avez deux grandes choses. La commande Python Option, qui va permettre de régler les principales caractéristiques de l'habillage, si je puis dire, du listing Python produit. Alors, quand je dis l'habillage, ce n'est pas le cadre qu'il pourrait y avoir, parce que ça, je le laisse à d'autres extensions comme tColorBox, mais c'est les numéros de ligne, ces problèmes-là. Puis après, il y a les choix de couleurs pour les différents éléments syntaxiques, et ça, c'est personnalisable aussi. Puis après, il y en a d'autres. Alors, pour Python Option, je ne vais pas tout présenter. Après, les différentes fonctionnalités qui sont proposées recoupent des fonctionnalités similaires dans les extensions listings, etc. Sans surprise. Alors, il y a une clé Gobble. Alors, Gobble, c'est la clé Gobble de supprimer les premiers caractères de chaque ligne. Voilà. Donc ici, si on met Gobble égale 4, eh ben, l'environnement Python, il est là, il commence ici, il termine ici. Et donc, ça va retirer les 4 premiers caractères de chaque ligne. Et donc, on n'aura pas la notation. Voici. Alors, il y a AutoGobble. Alors, ça calcule automatiquement le nombre d'espaces. Enfin, oui. Alors, oui, ici, le nombre d'espaces, excusez-moi. Dans le cas de la clé Gobble, ça supprime le 4 caractères. Si on fait Gobble égale 4, ça supprime 4 caractères, quels que soient les caractères, et pas nécessairement des espaces. Alors, c'est le plus souvent des espaces, mais sait-on jamais, ça pourrait être des caractères de commentaires, etc. Tandis qu'ici, AutoGobble, il détecte les nombres d'espaces et il supprime en conséquence. Alors, j'ai mis ici un commentaire avec un décalage, une indentation plus forte que la ligne suivante, parce que pour faire remarquer que, en fait, le nombre de caractères qui est supprimé n'est pas calculé uniquement sur la première ligne, mais c'est le nombre minimal de caractères sur chacune des lignes. Je dis ça parce qu'il y a des extensions, alors je ne sais plus, hein, de tête, c'est Listings ou Mighted, qui propose quelque chose de similaire, mais où en fait, c'est uniquement sur le nombre de caractères de la première ligne que le calcul du nombre de caractères à supprimer se fait. Et après, il y a env Gobble. Donc, env, c'est pour environment.
Donc, l'idée, c'est ça. C'est que quelqu'un pourrait avoir à taper ceci et dans son source LaTeX, il aurait indenté tout l'environnement Begin Python and Python parce que c'est à l'intérieur d'un Begin Enumerate, d'un Begin Frame de Beamer. Et du coup, là, c'est effectivement uniquement sur la première ligne que ça va aller calculer le nombre de caractères et décaler. Et comme ça permet de garder l'indentation qui est ici. C'est-à-dire l'indentation, si je puis dire, du code Python lui-même par rapport au begin et au end de l'environnement Python correspondant. Alors, ça pourrait être surtout pratique, qui plus est, si, évidemment, l'utilisateur a un long listing Python d'une seule fonction, mais en fait, il ne fait afficher que des morceaux successifs du listing, parce qu'il entrelace ça avec des explications LaTeX, et donc, du coup, il aurait des indentations différentes qui ne seraient pas nulles à l'intérieur de chaque environnement Python. Bon, alors, numérotation des lignes du listing. Bon, comme propose évidemment les extensions de formatage de code informatique. Bon, il y a line number. Alors, avec line number, voilà, paf, toutes les lignes sont numérotées. Ah non, justement, toutes les lignes non vides sont numérotées. Voilà. Bon, c'est une tradition, des fois, quand on affiche des codes informatiques, de séparer les différentes déclarations de fonctions par des lignes vides, et ça peut faire plus joli de ne pas avoir de numéro. Alors, si on veut que toutes les lignes soient numérotées, bon, il y a all line numbers. Et avec all line numbers, effectivement, comme son nom l'indique, toutes les lignes sont numérotées. Alors, coupure des pages par LaTeX. Hein. Donc, un environnement Python, par défaut, il n'est pas sécable, il ne peut pas être coupé par LaTeX, donc au niveau d'un saut de page. Mais avec la clé splittable, il devient sécable partout. Alors, tellement partout que on pourrait se retrouver avec des veuves et des orphelines en début de paragraphe. Donc, on peut donner une valeur à la clé splittable, une valeur entière, petit n. Et alors, si par exemple on met n égale 4, il n'y aura pas de coupure entre les 4 premières lignes, ni entre les 4 dernières lignes. Voilà. Donc, ça peut être une valeur assez raisonnable. Je pense quelque chose comme n égale 4. Après, il y a la coupure des lignes. Voilà. Alors ça, c'est là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais voici typiquement un exemple. La coupure des lignes, évidemment, c'est l'idée que si une ligne de code est trop longue, eh bien, elle est coupée avec un retour à la ligne. Bon, après, l'informaticien professionnel, il préférera sans doute ne pas faire des lignes trop longues dans le listing qu'il tape dans son langage informatique. Hein. Et donc, normalement, on espère qu'il n'y a pas beaucoup de lignes à couper lorsqu'on formate le code. Mais bon, pourquoi pas. Et donc, du coup, il y a différents paramètres qui peuvent être utilisés pour régler ça. Bon, alors, breaklines, c'est une clé qui autorise les coupures de lignes. Parce que sinon, il n'y a pas de coupure de ligne. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec des overfull hashbox. Et le texte qui déborde dans la marge droite. Alors après, il y a indent broken lines. Bon, souvent, les gens, quand ils font une coupure de ligne dans un code informatique indenté, ils préfèrent qu'il y ait cette fonctionnalité, c'est que le retour à la ligne ici, il n'est pas fait en colonne 0, mais dans la colonne correspondant à l'indentation de la ligne qui a été coupée. Après, end of broken line, c'est le caractère qui est affiché à la fin de la ligne coupée.
Bon, là, par la valeur initiale dans Python, c'est une contre-oblique, parce que dans l'extension Python, c'est une contre-oblique. Pourquoi? Parce que dans le langage informatique Python lui-même, il se trouve que la contre-oblique permet de faire des retours à la ligne comme ça. Bon. Continuation symbol, ben, c'est le symbole de continuation de ligne, mais c'est celui qui apparaît ici, dans la marge. Voilà. Et continuation symbol on indentation, ben, c'est celui qui apparaît ici, au niveau de l'indentation. Donc ça, c'est pour les coupures de ligne. Bon, après, il y a d'autres clés. Il y en a une, par exemple, c'est show spaces. Bon, ça, c'est pour faire afficher. Alors, en fait, je me suis aperçu que ma clé ne porte pas un nom très pertinent parce que je l'ai appelé show spaces, mais ça ne visualise pas tous les espaces du code Python. Ça ne visualise que les espaces dans les chaînes de caractères. Bon, peut-être que je mettrai une option pour visualiser tous les espaces. Alors évidemment, il faut que le caractère qui est là, qui possède un certain numéro Unicode, il soit présent dans la fente courante. Hein. Sinon, il ne s'affiche pas. Voilà. Je précise que l'extension Python utilise quelle fente? La fente courante du verbatim LaTeX, c'est-à-dire la fente monochasse courante. Mais que bien sûr, on peut la changer sans problème. Après, tout ça, c'est ce que j'appelais l'habillage des listings informatiques. Et après, Python, l'extension Python ne propose rien pour l'encapsulation dans un cadre, parce que ça se fait très bien avec tColorBox. Et on peut définir de nouveaux environnements qui utilisent tColorBox et l'extension Python. Donc, il y a des exemples dans la documentation. Alors après, il y a le paramétrage du coloriage syntaxique lui-même. Voilà. Donc, pour ça, il y a une autre commande dans l'extension Python qui s'appelle setPythonStyle. Et voici un exemple d'utilisation. Donc, setPythonStyle, sans surprise, il y a des clés et des valeurs. Donc, les clés, ça correspond à différents éléments syntaxiques ou lexico-syntaxiques à formater. Donc, par exemple, string, comme vous en doutez, c'est pour les chaînes de caractères. Bon, et puis après, on met la commande que l'on veut. Donc, itShape va mettre en italique. Et voilà pourquoi la chaîne de caractères, là, est en italique. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait vrai parce que je me trompe. Ça, c'est une chaîne de documentation. C'est une chaîne de caractères spéciale. Mais en Python, une chaîne de caractères comme ça qui se trouve juste au début de la définition d'une fonction est appelée chaîne de documentation. Et donc, l'extension Python propose un élément syntaxique pour formater ces éléments-là spécifiquement. Donc là, j'ai mis color gray, itShape. Bon, OK. Ensuite, BF series pour les mots-clés. Donc, alors en fait, il y en a d'autres. Et alors, ce sur quoi je voulais juste insister ici, c'est cette ligne que j'ai mise en couleur pour name function. Parce que comme vous le voyez ici, vous avez BF series qui est une commande qui passe, comme vous le savez, en caractère gras et qui s'applique jusqu'à la fin du groupe TeX courant. Ce qui fait qu'on appelle souvent ça une commande semi-globale. C'est une sorte de bascule aussi. Donc, jusque-là, vous n'êtes pas surpris. Mais c'est là où je voulais insister un peu, c'est qu'à côté, à la fin, j'ai mis colorBox gray 20. Et colorBox, c'est une commande qui prend 2 arguments en LaTeX. Premier argument, c'est la couleur. Et deuxième argument, c'est l'élément qui sera mis en couleur. Bon.
eh ben, l'extension Python est programmée de telle sorte que dans ces définitions de style, on peut, à la fin de la définition d'un style, mettre comme ça une commande qui prend un argument. Voilà. Et colorbox Grévin, ça prend un argument. Voici. Donc, colorbox, évidemment, on prend deux, mais comme colorbox Grévin est déjà mis, l'ensemble qui est là prend un argument. C'est une sorte de purification, comme disent les informaticiens. Et du coup, ça permet donc de pouvoir formater des éléments avec des commandes qui prennent des arguments, donc colorbox, fbox. Bon, et en l'occurrence, ben, vous l'avez ici, hein, parce que name function, c'est l'élément syntaxique ou lexical qui correspond au nom des fonctions Python au moment de la définition, c'est-à-dire après le mot-clé def. Voici. Voilà, voilà. Donc, du coup, il y a d'autres choses qui permettent de personnaliser l'utilisation de l'extension Python. Donc, mais je n'ai pas prévu de rentrer dans les détails, donc en particulier sur les échappements vers LaTeX. S'il y a des questions après, je pourrais y revenir. Donc, alors, voilà les choses peut-être intéressantes, c'est comparaison avec la concurrence. Parce que c'est vrai que pour le moment, ce que propose l'extension Python, c'est intéressant, mais ce sont des choses qui paraissent, c'est vrai, très similaires à ce qui est proposé par l'extension Listings et l'extension Mindted. Alors, Listings, c'est très ancienne, évidemment, que j'ai longtemps utilisée, j'utilise encore. Bon, elle a d'énormes avantages, mais comme tout le monde, elle a quelques inconvénients. Je pense qu'elle est assez lente quand même, parce que tout le travail est fait par Tech lui-même. Et quand il s'agit c'est plutôt si quelqu'un veut utiliser Listings à tout bout de champ, y compris pour formater les noms de fonctions, les chaînes de caractères qu'il insère au milieu des paragraphes. Bon, ça ralentit, même si effectivement, de nos jours, avec les ordinateurs qu'on a, ce n'est pas une limitation rédhibitoire. Mais autre chose, c'est les possibilités de réglage des caractéristiques des analyseurs lexico et syntaxiques qui sont relativement limitées. Voilà. Alors, par exemple, dans les listings, des listings de code Python, on voudrait pouvoir surligner le nom d'une fonction au moment de sa définition. Voilà, ben, c'est ce que j'ai fait précédemment. Donc, def carré x. Donc, il me semble que l'extension listings n'est pas capable de le faire. Bon, il faut quand même voir que déjà, pour être capable de faire ça, on ne peut pas se fonder uniquement sur une recherche de mots-clés. Parce que quelqu'un qui programmerait une extension pour du formatage de code informatique, il se dirait, bon, je vais chercher les mots-clés du langage et les mettre, par exemple, en gras. Donc, en Python, les mots-clés, c'est def, for, if, tout ça. Bon, mais carré, ce n'est pas un mot-clé du langage. Voilà. Donc, ça prouve que pour arriver à faire ce genre de formatage, il faut une analyse qui est relativement déjà un peu plus sophistiquée que de chercher les mots-clés du langage informatique. Alors, il y a Mindted. Alors, Mindted, c'est une extension LaTeX qui est très efficace aussi. Et elle utilise la bibliothèque extérieure Pigments. Bon, je pense que ça peut être quand même un inconvénient de l'extension Mindted, bien que ça puisse paraître aussi un avantage. Bon, alors, la bibliothèque externe Pigments, elle ne connaît pas LaTeX, hein, à la base. Elle est utilisée par des sites Internet, je crois, comme Text Stack Exchange, pour mettre à la volée des codes informatiques. Donc, elle est d'ailleurs, ça c'est par hasard, elle-même programmée en Python, la bibliothèque Pigments, et elle est donc capable de renvoyer en sortie des formatages dans différents
différents systèmes graphiques, c'est-à-dire non seulement elle peut renvoyer du LaTeX, mais elle peut renvoyer du HTML, etc., etc. Donc, comme c'est un programme extérieur qui tourne, qui est en Python, l'extension Minded est obligée d'abord de passer par un shell escape, ce qui peut déjà être considéré comme un risque pour la sécurité. Enfin bon. Ensuite, forcément, ça prend plus de temps puisqu'il faut faire appel au système d'exploitation pour demander l'autorisation d'exécuter le code de Pigments. Et ensuite, les résultats sont stockés sur des fichiers intermédiaires, etc. Bon, alors ensuite, ce que je fais remarquer, c'est que, ben, en fait, comme j'utilisais Minded et qu'il y avait un style qui me plaisait bien, un style, c'est-à-dire un style de coloriage, les couleurs qui sont choisies, on peut tout paramétrer dans Minded et Pigments, mais il y a plusieurs choix prédéfinis et il y a un style qui s'appelle Mani dans Pigments, et comme c'est celui que j'utilisais, c'est celui que j'ai programmé par défaut dans Python. Voilà, et celui que vous avez vu jusqu'à présent. Et il est exactement, il faut vraiment aller rentrer dans des détails pour voir la différence. Si on utilise Python et si on utilise Minded avec le style Mani, vous ne verrez pas de différence. Il faudra aller chercher vraiment quelque chose de très, très tordu. Alors, les principes sous-jacents. Voilà. Donc, d'abord, c'est l'utilisation de la bibliothèque LPEG. Alors, le gros avantage, c'est que LPEG est incorporé dans l'UATEC. Et donc, du coup, évidemment, la compilation se fait extrêmement rapidement. Bon, d'autant plus que la bibliothèque LPEG, c'est une bibliothèque Lua, évidemment, mais elle a été écrite en C, en C89. Je dis ça parce que souvent, les bibliothèques qui sont écrites en C sont plus rapides, non pas parce que le C est un meilleur langage de programmation, mais que, évidemment, la plupart des compilateurs compilent du C, hein, puisque même Python, il n'y a pas de compilateur Python. Hein. Les compilateurs Python transcrivent en C avant de recompiler dans l'implémentation C Python. Et qui plus est, l'extension LPEG, elle a été écrite par l'équipe de portugais, donc quelqu'un qui s'appelle monsieur, non, je ne me souviens plus son nom. Donc c'est un informaticien d'une université à Rio qui est à l'origine du langage Lua, qui effectivement veut dire lune en portugais. Et c'est lui aussi qui a écrit l'extension LPEG, ce qui peut garantir peut-être que l'intégration est très efficace. Alors, quant aux PEG, les PEG, ce sont les Parsing Expression Grammars. Voilà. Alors, ce sont des concepts de la théorie des langages formels. Alors, la théorie des langages formels, c'est une partie de l'informatique théorique. Voilà. Donc, je vais en parler un peu, mais alors de façon très succincte, vous allez voir, je vous rassure, je ne suis pas du tout spécialiste de la théorie des langages formels. Mais pour comprendre un peu l'intérêt, ça serait dommage que je ne donne pas quelques explications. Alors, il paraît que, donc, bien que correspondant des études anciennes qui datent des années 70, la définition actuelle des PEG, des Parsing Expression Grammar, elle a été donnée en 2004 par un chercheur du MIT, M. Brian Ford. Voilà. Et alors, pour l'anecdote, figurez-vous que l'implémentation principale du langage Python, quand je dis principale, c'est la seule, hein, quasiment, nommée CPython, utilisait depuis les origines un parseur top-down, LL1, ils l'ont remplacé très récemment par un parseur PEG. Donc, ça veut dire que quand on tape du Python et qu'on l'exécute, la première étape, c'est de faire passer ce qu'on appelle un parseur qui va analyser la structure syntaxique et lexicale du code. Et bien ça utilise des PEG dorénavant, tandis qu'avant, ils utilisaient d'autres techniques. Donc, ça montre l'intérêt croissant des PEG dans le monde de l'informatique.
Et alors, l'intérêt des PEG, c'est qu'ils peuvent définir des analyseurs lexico et syntaxiques, efficacement, on s'en doute, mais qui en plus vont être programmés avec une complexité quasi linéaire, c'est-à-dire un temps de calcul proportionnel à la longueur du programme informatique, ce qui paraît assez naturel pour un néophyte, je pense, comme moi d'ailleurs. Quelqu'un pense bien que pour analyser un code Python, s'il fait 1000 pages, ça prendra 2 fois plus de temps que s'il fait 500 pages. Et effectivement, ça paraît naturel, mais ce n'est pas aussi évident que ça. Donc voilà. Alors, je vais dire juste un mot sur l'analyse lexicale. Comme son nom l'indique, l'analyse lexicale, ça découpe un texte en unités lexicales qui sont appelées des lexèmes. Alors, en anglais, ils utilisent souvent le mot token, qui veut dire jeton. Voici. Et c'est ce même mot token qui est utilisé, ceux qui ont vu un peu, j'ai envie de dire pas seulement la tech, mais tech, savent qu'il y a des tokens. Et que quand on parle de tokens en tech, ben, ce sont les unités de l'analyse lexicale que fait le programme de Donald Knuth. Et alors, pour faire ce travail-là, découpé en mots, ben oui, parce que finalement, on fait ça, et ben, on utilise des expressions régulières au sens strict de la théorie des langages. Voilà. Et alors, les expressions régulières au sens strict de la théorie des langages, ce n'est pas compliqué, hein, ce n'est pas compliqué du tout. Dans la définition, après, la théorie est compliquée. Parce que dans les expressions régulières, attention, je dis ça au sens strict, parce qu'il y a beaucoup de systèmes informatiques, des éditeurs de texte, même des traitements de texte, hein, même Word, hein, qui proposent des expressions régulières. Et des fois, il y a des choses, des greffons qui se sont branchés dessus, et ce ne sont plus des expressions régulières au sens formel des informaticiens. Alors, les expressions régulières, vous avez la concaténation. Voilà, alors c'est très pompeux, mais c'est très simple. Par exemple, l'expression régulière AB, eh c'est la concaténation. On ne voit pas, mais il y a un produit, c'est la multiplication. Donc, c'est la concaténation de l'expression régulière A. Et A, ça va chercher la lettre A. Et l'expression régulière B, qui va chercher la lettre B. Ce qui fait que l'expression régulière AB, ça va capter le mot AB. Voilà, donc c'est très simple. Alors ensuite, vous avez la réunion qui joue le rôle d'addition. Voilà, alors vous avez une expression, par exemple, une expression régulière baba plus bac. Alors baba plus bac, ça va capter les mots baba et bac. Donc c'est la réunion de tout ce qui est capté par baba et de tout ce qui est capté par bac. Même si ici, baba, ça ne capte que baba. Et bac, ça ne capte que bac. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dans beaucoup de systèmes informatiques, cette addition, cette réunion, elle n'est pas notée avec un plus, elle est notée plutôt avec une barre verticale. Hein. Voilà. Et donc, elle correspond à la disjonction booléenne, c'est-à-dire l'un ou l'autre. Ça veut dire capter baba ou bac. Voilà. Attention, parce que le plus, là, ce n'est pas du tout la concaténation des chaînes de caractères. Ce n'est pas baba plus bac qui ferait baba bac. Pas du tout, pas du tout. Alors, c'est pour ça que souvent, c'est plutôt une barre verticale, même si dans les livres d'informatique théorique, c'est un plus. Alors, vous allez dire, bon, ça, ce n'est pas compliqué, ça ne présenterait pas d'intérêt s'il n'y avait pas l'itération, évidemment, appelée étoile de Kleene. Et l'itération, c'est autant de fois qu'on veut. Et c'est ça qui est fondamental. Donc, si regexp, regular expression, est une expression régulière, regexp étoile, c'en est une autre qui capte les mots comportant un nombre arbitraire de mots captés par regexp. Voilà. Donc, ça veut dire, ça va capter tout ce qui est occurrence d'un nombre fini de fois quelque chose capté par regexp. Voilà. Et bien, en fait, l'analyse lexicale dans tout le monde de l'informatique, elle utilise des expressions régulières comme ça. Par exemple, dans beaucoup de langages, un identifiant de fonction ou de variable est constitué d'une succession de lettres ou de chiffres ne débutant pas par un chiffre. Hein. Voilà, c'est très fréquent ça. Alors, en Python, d'ailleurs, c'est le cas. On n'a pas le droit de faire commencer un nombre de variables par un chiffre. On peut le faire, on peut mettre des chiffres, mais pas en première position. Bon, comment on va capter ça? Avec une expression régulière.
Voilà, alors voici l'expression régulière. A plus B plus Z, ça veut dire n'importe quelle lettre. Voilà. Ici, A plus B plus Z, ok, mais plus 0, plus 1, plus 2, plus 9. Bon, ben là, c'est n'importe quelle lettre ou chiffre. Et vous voyez l'étoile qui s'applique à ça et qui dit, vous pouvez mettre autant de lettres et de chiffres que vous voulez. Mais attention, par contre, ici, ça commence par une lettre et pas par un chiffre. Donc, on a besoin d'expressions régulières pour reconnaître les identifiants dans un langage informatique comme le Python. Alors ensuite, il est facile d'écrire une expression régulière qui va détecter les chaînes de caractères. Si on convient que ces chaînes de caractères sont délimitées par des backcotes. Bon, alors en Python, on peut utiliser des backcotes pour délimiter les chaînes de caractères, mais en fait, c'est plus compliqué, hein, parce qu'on peut aussi mettre des single quotes. Hein. Et puis, on peut mettre aussi les triplés. Bon, moi, je fais que le plus simple. Bon, c'est extrêmement simple de faire une expression régulière qui reconnaît ça. Vous mettez le caractère double quote. Ensuite, vous mettez tous les caractères sauf double quote. Bon, c'est un peu long à énumérer, mais évidemment, il y a des raccourcis. Hein. Étoile est là. Donc, on fait ça autant de fois qu'on veut. Et puis, on fait double quote. Donc, ça prouve que pour reconnaître les chaînes de caractères, au moins en première approche, eh bien, une expression régulière va faire le travail. Voilà. Mais voici où la subtilité arrive. C'est qu'en fait, eh bien, il y a des choses que vous ne pouvez pas détecter rien qu'avec des expressions régulières. Alors, ça, c'est toute la théorie des langages formels. Et, par exemple, les structures parenthésées imbriquées. Donc là, vous avez une structure parenthésée imbriquée avec une imbrication correcte des parenthèses. Et pour pouvoir lire de gauche à droite et vérifier que les parenthèses sont correctement imbriquées, et bien avec une expression régulière, vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce que ça a été démontré mathématiquement que c'est absolument impossible de détecter une expression parenthésée correctement imbriquée de taille arbitraire, hein, rien qu'avec des expressions régulières. Voilà. Alors, c'est pour ça que pour y arriver, il faut un concept plus fort. Et l'un de ces concepts, c'est la notion de grammaire non contextuelle. Bon, ça fait très pompeux, hein, non contextuel, mais bon, je ne vais pas dire, le mot fait pompeux, mais en fait, c'est par hasard. Et donc, en fait, eh ben, après l'analyse lexicale, que fait le compilateur? Il fait l'analyse syntaxique. Et l'analyse syntaxique, l'analyse lexicale, c'est découper en mots, en lexèmes, mais l'analyse syntaxique, c'est construire l'arbre syntaxique. Et il peut avoir des profondeurs d'imbrication arbitrairement grandes. Donc, je vais donner deux exemples d'imbrication dans les langages et les listings informatiques. C'est très simple. Les expressions parenthésées, voilà. Donc, quand on tape du Python, si on a envie de dire x égale 2 plus 3 entre parenthèses fois 4 fois 5 plus 3 entre parenthèses, etc., on a une expression avec des parenthèses imbriquées et il faut bien que Python il arrive à détecter cette structure et voir si elle est correcte. Voilà, et avec des expressions régulières, on ne peut pas. Et puis, de toute façon, il y a aussi les conditionnels, les structures de contrôle dans tous les langages informatiques, Python comme un autre, où vous avez les conditionnels imbriqués, if, then, else, hein, mais aussi les boucles for, tout ça. Voilà. Et alors, pour cette analyse, eh bien, traditionnellement, on utilise des grammaires non contextuelles. Et alors, les PEG, qui sont les Parsing Expression Grammar, sont très proches des grammaires non contextuelles. D'ailleurs, il y a le mot grammar, voilà. Et du coup, je vais en donner un exemple de grammaire non contextuelle, un seul, vous allez voir. Et en quelque sorte, une grammaire non contextuelle, on peut la voir comme une expression régulière que l'on peut définir E suivante. Et regardez un peu, E, elle est définie récursivement, parce que E égale, E c'est quoi? Bien, je vais mettre, attention, parce que là c'est une chaîne de caractères, avec une parenthèse, c'est le caractère parenthèse.
je dis, on met parenthèse, parenthèse, on met une expression, et après, on répète ça autant de fois que l'on veut. Donc, du coup, vous voyez que vous allez pouvoir avoir des parenthèses imbriquées les unes dans les autres, avec n'importe quelle profondeur. Et du coup, ça va analyser ce genre de structure. Bon, alors pourquoi j'ai expliqué tout ça? Eh bien, parce que il y a des éléments de coloriage syntaxique, lexical de Python qu'on aurait envie de mettre en couleur. Et pour y arriver, eh l'analyse lexicale avec rien que des expressions régulières, ça ne suffit pas. Il faut obligatoirement plus. Et plus, il faut toute la puissance des grammaires. Et avec les PEG, elle est là à portée de la main, toute prête à être utilisée dans l'UATEC. Donc voilà ce que je vous propose par exemple. Je propose ça, ce listing-là. Alors def arctangente x. Voilà, c'est pour calculer une valeur approchée de arctangente. Bon, en fait, ça calcule la somme du développement en série entière. OK. Alors évidemment, c'est une valeur approchée. Donc il y a une boucle. Et en fait, il y a un paramètre petit n. Alors, si on met n égale 10, on aura arctangente x avec une bonne précision. Si on met n égale 20, on aura arctangente x avec une meilleure précision. Donc, du coup, c'est assez naturel de mettre ici ce qu'on appelle un argument optionnel en Python. Donc, il y a beaucoup de langages informatiques qui proposent des arguments optionnels. Hein. Et la syntaxe pour dire qu'on veut un argument optionnel en Python, très sympathique, très facile, c'est ça. Bon, x, c'est le premier argument, n, puis je mets égale 10. Alors, si c'est écrit n égale 10, Python saura que c'est un argument optionnel et que si j'utilise arctangente avec un seul argument, arctangente 2,3, il fera le calcul comme si je lui avais rentré 10 pour la valeur de n, qui est la valeur par défaut. Voilà. Bon, moi, ce que je voulais simplement, c'est que cette valeur optionnelle et également le symbole d'égalité qui est devant, ça soit mis en valeur syntaxiquement, en gris. Voilà. Il faut une analyse complète du parenthésage pour pouvoir détecter cet élément. Ben oui, hein, parce que si vous mettez n égale 10, OK, mais en fait, après le symbole égal, on peut mettre n'importe quelle expression Python, aussi compliquée soit-elle, et y compris si elle comporte elle-même des parenthèses. Donc, si on peut mettre n égale 2 fois parenthèse 4 plus 5. Donc, pour savoir qu'est-ce qui doit être mis en gris, qu'est-ce qui est la valeur initiale, il faut analyser complètement l'expression avec tout son parenthésage, oui, pour savoir à quel endroit se termine la valeur initiale et ne pas mettre en gris, par exemple, cette parenthèse-là qui ne fait pas partie de la valeur initiale. Voilà. Et donc, du coup, l'extension Python est capable de le faire. Et ça, effectivement, je pense que Listings n'est pas capable de le faire. Et par défaut, si on utilise Minted, l'extension extérieure Pigments, ce n'est pas facile non plus. Voilà. Donc, il y a un style qui s'appelle Initial Values. Pour l'avoir en gris, c'est ce style qu'il faut modifier. Oui, parce que par contre, par défaut, quand on utilise l'extension Python, les couleurs du coloriage syntaxique sont reprises, comme je l'ai dit, exactement sur celle du style Mani de Pigments, qui est assez joli. Et dans ce cas-là, l'élément qui est là est colorié comme n'importe quelle autre expression par Python, et donc Pigments, et il va détecter que c'est un nombre, 10, et il va le mettre avec la couleur dans laquelle il met les nombres, et qui est une couleur un peu orangée. Voilà. Puis alors j'ai un autre exemple, ce sont les interpolations de chaînes. Voici. Donc, les interpolations, elle est dans le print. C'est l'argument du print. Voilà.
Et alors la chaîne de caractères en Python, on peut mettre des quotes pour délimiter la chaîne de caractères ou des double quotes. Bon, ici, j'ai mis des quotes. Et devant le premier quote, il y a la lettre F. Alors, parce que ça s'appelle une F-string. Bon, c'est assez récent, hein, les F-strings en Python. Je crois que ça ne date que de Python 3.6. Et alors, quand c'est une F-string, F, c'est pour formatage. Eh bien, ça signifie qu'elle va subir un certain formatage. Et en fait, c'est tout ce qui est entre accolades à l'intérieur, hein, de la chaîne de caractères qui va en fait être évalué par Python et potentiellement formaté par des codes de formatage qui ne sont pas présents ici et qu'on pourrait mettre après un 2 points. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce qui est entre accolades, eh ben, c'est ça l'interpolation et on a envie que ça soit quelque chose qui soit affiché différemment par Python. Et en fait, ce qui se passe, c'est que alors dans listing, je ne sais plus, mais avec Minted et Pigments, l'interpolation, on lui refait un formatage normal d'une expression Python. On aurait pu convenir que tout serait en gris, par exemple. Mais non, on lui fait un formatage standard. Et comme on le voit là au niveau, par exemple, du 12, qui est un entier, un nombre, et par défaut, les nombres sont dans cette couleur un peu orangée. Voilà. Et alors, comme cette interpolation, elle peut comporter des accolades éventuelles, elle peut même comporter des accolades, pourvu qu'elle soit correctement imbriquée, eh bien, il faut une analyse syntaxique complète pour arriver à détecter cet élément et à l'afficher correctement. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée, quand j'ai vu l'efficacité de la bibliothèque LPEG, et surtout qu'elle était déjà incorporée dans l'OULA, que j'ai eu l'idée de l'utiliser. Et donc, voici ce que je voulais dire dans cette présentation. Merci François. Alors, encore une fois, un exposé très intéressant. Y a-t-il des questions? Oui, alors moi j'ai une question. Je suis Antoine Missier, là. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui. Alors j'ai une question là, François, dans la comparaison avec listings. À un moment, tu disais qu'il n'y a pas vraiment la possibilité de faire une coloration syntaxique, alors j'ai mal compris, en dehors des mots-clés du langage ou de certains mots-clés définis. Alors moi, j'utilise donc effectivement listings et il y a la possibilité de définir des styles, différents styles et de colorer de manière séparée, disons, les mots-clés du langage, hein, et d'autres mots-clés ou qui font partie du langage ou pas, que l'on peut choisir de colorer ou de mettre en gras ou de définir un style particulier pour un certain nombre de mots-clés. Par exemple, les méthodes, des méthodes de liste ou autres, je dis dans un style particulier, les reverse, insert et des choses comme ça. Bon, voilà. Donc, c'est quand même assez souple de ce point de vue-là. Alors, c'est sûr que toute la partie et les limites des expressions régulières, c'est assez convaincant, hein, sa présentation, mais voilà. Je voulais quand même faire cette remarque, alors peut-être que j'ai mal compris son commentaire à ce Oui, sujet. oui, pardon. Effectivement, je me suis mal exprimé. Et, je suis tout à fait d'accord que Listix ne se contente pas du tout de mettre en valeur que quelques mots-clés. Ses capacités d'analyse sont beaucoup plus vastes, effectivement. Effectivement. Et d'ailleurs, je l'ai utilisé, je l'utilise encore hein, parce que je ne vais pas transformer ce que j'ai utilisé. Et je me suis mal exprimé parce que ce que je voulais, je voulais prendre un exemple pointu de choses que ne fait pas Listix, qui est, je pense, sauf erreur de ma part, colorier le nom d'une fonction au moment de sa définition. Mais justement, c'est quelque chose d'assez pointu et, il faut aller chercher ce genre de petits détails pour
peut-être mettre en défaut listings, parce qu'encore que je suis pas, peut-être que je me trompe et que même ça, c'est faisable. Alors, j'ai juste une question là-dessus. Quand tu disais au moment de la définition, ça veut dire que tu veux le mettre par exemple en gras au moment de la définition, mais pas ensuite, au moment de l'appel dans une autre fonction. Oui, c'est ça. Oui. Oui, effectivement, je ne sais pas le faire ça. Oui. Je crois que c'est D'accord. pas Ok. faisable. Oui. Oui, Voilà. oui, non, ça, effectivement. Par contre, si je choisis une fonction, par exemple, particulièrement importante dans un programme, je peux lui donner un style particulier, une coloration particulière, et le nom sera systématiquement, effectivement, dans ce style-là que Oui, j'ai ajouté au nom des mots-clés du langage. Voilà. oui. Mais effectivement, le faire uniquement au moment de la définition, je ne vois pas là. Non, je pense Et que c'est pas merci. Ouais. faisable. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le listings ne fait pas une analyse. C'est ce que je dis, voilà, c'est que listings ne fait pas une analyse syntaxique complète. Parce que on peut d'abord penser que c'est vrai que pour beaucoup d'usages, on n'en a pas besoin. Puis aussi parce que c'est un gros travail de faire une analyse syntaxique, puisque c'est la première étape du travail effectué par tous les compilateurs. Et le faire en tech, ça serait très lent, puisque tech n'est quand même pas prévu à la base pour ça. Hein, il n'est pas prévu tech pour programmer en tech un compilateur. Et même programmer les expressions régulières en tech, les expressions régulières générales, ça a été un gros travail, puisque c'est donc il y a quelques années que, alors si je me trompe pas, j'oublie son nom, hein, quelqu'un qui est dans l'équipe de la tech, hein, Frank très actif. Mittelbach? Pardon? Frank Mittelbach? Ou Joseph Non, c'est un Wright? Français plus jeune là. Ah, Bruno Le Floch. Voilà, c'est lui, Bruno Le Floch, qui a écrit, si je ne m'abuse, le module regex, qui fait des expressions régulières qui est entièrement programmé en tech. Enfin, ça fait partie de la tech maintenant, hein, ça fait partie du projet LaTeX 3, ça faisait partie de XPL 3, et regex marche très bien, mais il est entièrement programmé en texte, ce qui fait qu'il marche sur tous les moteurs de compilation, mais c'est quand même c'est lent, hein. Il n'y a pas de miracle, et ça ne fait que l'analyse en expression régulière, ce n'est pas l'analyse en expression syntaxique. Voilà. Tandis qu'effectivement, là, l'analyse, elle est rapide. Ce n'est pas un mérite de l'extension Python hein, qu'elle soit rapide. Le mérite, c'est simplement les PEG qui sont dans LPEG, qui sont bibliothèque C incorporée en Lua et précompilée dans Lua Tech. Alors, ça va aller 1000 fois plus vite que si c'était programmé en Tech. Hein. Et quand je dis 1000 fois plus vite, ce n'est pas une exagération. Hein. Voilà. Voilà. D'accord, merci. D'autres questions? Non, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai quelques-unes. Oui. Tout à l'heure, tu nous as présenté les options env gobble et auto gobble. Oui. Je voulais savoir si on pouvait les combiner. Attendez, je vais. Où est-ce que c'est? Utilisation pratique, personnalisation. Si on peut les combiner. Alors, non, mais c'est pour faire quoi alors? C'était pour éventuellement que donc env gobble ça fasse comme ne tienne pas compte des premiers caractères. Alors, ça voudrait dire que, par Oui, exemple, si on a une nouvelle clé ici, ou on les combine ici, et le résultat de oui, ça, ça va être ce qui est là-haut. oui. Ah, mais non, Voilà. mais le truc, c'est que, en fait, oui, en fait, c'est que Gobel le fait. Hein. En fait, Gobel ne tient pas compte de la position du begin Python. Si on décale begin Python, non, auto-Gobel. Auto-Gobel va le faire. Hein. Si on déplace begin Python ici de 10 caractères et un Python de 10 Oui, caractères, on aura l'affichage oui. qui est là. Hein. Oui, oui, Ah, oui. d'accord. OK, Voilà. En fait, d'accord.
AutoGlobbal ne tient compte que des caractères, des espaces qu'il y a en début, des lignes qui sont réellement à l'intérieur de l'environnement, donc et pas des espaces qu'il y a avant le Begin Python. D'accord, d'accord. OK. Par ailleurs, tu disais que pour encadrer les listings, tu proposais que les gens se reposent, par exemple, sur Tcolorbox. Ceci étant, avec la librairie Listings, je pense. Parce qu'une Tcolorbox ne va pas accepter d'emblée un environnement verbatim, je pense. Hein. Si, ça va marcher. Alors, le truc, c'est qu'il faut... Non, ce qu'il faut, c'est définir. Il faut utiliser la commande proposée par mon extension Python qui s'appelle New Python Environment. Oui. Et c'est dans New Python Environment qu'on va mettre à l'intérieur Begin Tcolorbox and Tcolorbox. Ah, d'accord. Voilà. OK. Il y a un exemple dans la documentation. D'accord. Oui, en quelque sorte, ce n'est pas l'extension Python qui est à l'intérieur de l'extension Tcolorbox. Non, si on le tape comme ça ne marche pas. C'est plutôt Tcolorbox qui est à l'intérieur d'un New Python Environment. D'accord. Voilà. D'accord. OK. Ouais. Autre question. Alors, je crois que c'est quand tu as présenté 7 Python Style. Oui. On a vu voilà. Par exemple, on voit number égal. Il n'y a rien après. Opérateur égal, rien après. Ah ben ça, c'est valeur vide. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le style par défaut, le style Mani, il y a une couleur pour les nombres. C'est en orange. D'accord. Voilà. Alors d'ailleurs, ça peut paraître un peu curieux parce que il n'y a pas d'exemple. Si on tape -10, mais il n'y a que le 10 qui est mis en orange et pas le moins. Ah, d'accord. Mais ça, c'est pareil avec Pigments. Hein. D'accord. Voilà. Et puis d'ailleurs, en fait, il paraît que c'est que -10, c'est pas au niveau du compilateur Python, en fait, -10, c'est pas un nombre, c'est moins et ensuite 10. Ah, bon. OK. Donc là, comme par défaut, il y avait une commande de couleur dans le style number, pour l'annuler et demander que les nombres n'aient pas de formatage spécial, Oui. je mets commande vide, quoi. Voilà, c'est tout. On pourrait mettre relax ou quelque chose si on veut que ça soit plus visible. Parce que si j'enlève cette ligne, par contre, le style par défaut, parce que ces déclarations ne modifient que les... En fait, il y a quelques autres styles qui ne figurent pas là. Oui. Et il y en aura peut-être dans le futur d'autres qui n'apparaissent pas. Donc, ça ne modifie que les styles que l'on est en train de modifier. Les autres ne sont pas modifiés. Donc, si j'enlève la ligne number, les nombres, le 2, par exemple, ici, il serait en orange. D'accord. Voilà. OK. Ouais. C'est ça, ouais. Alors, encore deux questions. Donc, tu disais tout à l'heure que, selon toi, le concepteur du package CodeEye, donc pour utiliser les LPEG pour donc, colorer syntaxiquement les codes LaTeX, on avait eu un usage sous-optimal. Hein, c'est bien ça? Oui, parce qu'en fait, en regardant, j'ai regardé le code, ce n'est pas toujours très facile de regarder le code de quelqu'un d'autre. On ne peut pas, bien qu'il soit correctement documenté, hein, je ne dis pas, mais j'ai l'impression que ça correspondait sans doute à son besoin. Il lance d'abord, il ne prend pas en bloc tout le document, il lance en Lua des recherches de regex les uns après les autres. Et en particulier, il n'y a pas d'analyse syntaxique, il n'y a qu'une analyse lexicale en recherchant certains mots. Voilà, En fait, le truc, c'est comme en plus, c'est que c'est du formaté du LaTeX et du LaTeX 3. En fait, c'est surtout formaté du LaTeX 3 puisqu'il l'utilise pour ses programmes qui sont en LaTeX 3. C'est assez facile parce qu'en LaTeX 3, surtout que tout ce qui commence par une contre-oblique,
c'est une commande LaTeX, on la met dans une certaine couleur. Donc, c'est assez facile de formater le LaTeX. Donc, je pense qu'il n'a pas, qui plus est, il perd du temps parce qu'il lance une boucle Lua. Enfin, bon, la boucle Lua va être rapide, sans doute. Et il lance une boucle Lua et c'est sa boucle Lua qui mange le texte et qui, au fur et à mesure qu'elle mange le texte, essaye d'y attraper des éléments. Alors qu'en fait, tellement puissante l'extension LPEG qu'on peut lui envoyer directement tout le code et elle renvoie. La bibliothèque LPEG renvoie directement après ce qu'on veut. Ce qui fait qu'en fait, le code de l'UA, il n'y en a quasiment pas. Hein. C'est LPEG qui fait tout. Après, je suis allé voir sur Internet, quand on voit les pages sur LPEG, il y a des gens qui l'utilisent pour d'autres usages, parce qu'il paraît, ça, je ne savais pas que le langage Lua, qui n'est pas le langage le plus connu, est quand même beaucoup utilisé, en particulier dans l'industrie du jeu vidéo. Et ben, ils disent que la bibliothèque LPEG est très, très puissante, oui. C'est une langue. J'avais lu quelque part quelqu'un qui disait, au début, je me disais encore une bibliothèque d'expression régulière, tout ça, il y en a tellement, dans tellement de langages. Et après avoir lu, il s'aperçoit que c'est beaucoup mieux, effectivement. Oui. D'accord. Et par exemple, quelqu'un donc, qui voudrait donc utiliser LPEG pour colorer syntaxiquement les commandes, les environnements, les clés, les valeurs de son package, devrait-il rentrer un peu comme c'est le cas avec Listings, un à un tous ces éléments-là, les noms des commandes, les noms des environnements, les noms des clés, etc. Oui, alors voilà, le truc, c'est que, par exemple, si on voit l'extension Python, elle ne formate que du Python pour le moment. Donc, intellectuellement, il n'y a aucune limitation. Hein. Ça va être très facile de changer pour que ça fasse n'importe quel autre langage. Mais alors, le problème, c'est qu'il faut quand même une manière de définir quels sont les éléments à colorier et comment on les repère. Oui. Alors, la bibliothèque Pigments, elle est assez puissante de ce point de vue-là parce que quand on veut utiliser Pigments, personnaliser Pigments pour l'utiliser à travers Mindted, si on fait du LaTeX, mais et ben, il y a deux versants. Il y a des fichiers de configuration des styles de couleurs. Ça s'appelle les styles Python. Les styles de Pigments, comme il y a les styles de Python. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai repris les mêmes noms à peu près là. Number, string, opérateur. Opérateur.word, c'est un nom qu'il utilise Pigments aussi. Et alors, il y a des fichiers que l'on peut changer et de façon très similaire à ça, on met les couleurs que l'on veut. OK. Bon, mais ça, c'est la partie facile. Oui. Après, l'autre partie, c'est qu'est-ce que c'est que les mots-clés? Qu'est-ce que c'est que les chaînes de caractères? Comment on les trouve? Et alors, Pigments, il a des fichiers. Lui, il appelle ça les parseurs, justement. Et on peut, si on veut, se définir de nouveaux parseurs. De toute façon, il en faut au moins un par langage informatique que l'on veut formater, comme Python, Java, tout ça. Et ensuite, on pourrait aussi, évidemment, pour un même langage, vouloir changer le parseur parce que, voilà, il y a des éléments syntaxiques que le parseur ne détecte pas, comme les valeurs initiales. Par exemple, ce n'est pas prévu hein, dans Pigments, le parseur pour Python de Pigments, il n'est pas prévu quoi que ce soit pour détecter les valeurs initiales ou les valeurs par défaut, comme je l'ai montré. Ce n'est pas prévu. Alors là, effectivement, si on veut, c'est plus compliqué parce que le fichier de définition du parseur, il est lui-même en Python. Alors, c'est des bibliothèques, des dictionnaires Python qui contiennent
des fois des expressions régulières, justement, avec une syntaxe particulière pour dire voilà comment on va reconnaître les chaînes de caractères, voilà ci, voilà ça. Et donc, pour mettre à la disposition de, de, de tout le monde les clés pour qu'il puisse définir son propre parseur à utiliser avec Python, le problème, c'est de savoir vraiment limiter dans quel format, quoi. Ouais. Voilà. Après, alors j'ai déjà réfléchi, hein, et je vais faire quelque chose pour ceux qui voudraient. D'abord, mettre d'autres langages, évidemment, moi-même, mais ce qui serait bien, effectivement, c'est d'avoir la clé d'entrée. Alors, pour préciser que dans Pygments, ils ont ce qu'ils appellent des parseurs, effectivement, qui font pas seulement de l'analyse lexicale, mais ils font aussi l'analyse syntaxique. Mais alors, il faut aller regarder la doc. C'est assez compliqué. Et en fait, on sent qu'ils ont remis des couches supplémentaires petit à petit parce qu'ils ont dit, ah, tiens, on pourrait faire ci pour des langages très difficiles à parser, comme ils disent, comme le Ruby, langage Ruby. Et on voit pas d'emblée la théorie mathématique de la théorie des langages qui collerait derrière. Tandis que, évidemment, on se dit ça va se rapprocher, ceux qui connaissent vont dire, bon, mais de toute façon, ça va se rapprocher des grammaires non contextuelles, etc. Mais avec les PEG, l'avantage des PEG, comme on le lit, hein, ce n'est pas seulement moi qui le dis, hein, on le lit sur Internet. Moi, je ne connaissais pas il y a 6 mois. Mais effectivement, on voit que c'est une bibliothèque très puissante parce que non seulement elle a un cadre théorique derrière, donc un cadre théorique mathématique, et on sait exactement quelles sont les limites de ce qu'elle peut faire. Et elle peut faire en fait toute l'analyse syntaxique du Python, puisque l'implémentation Python que tout le monde utilise elle-même des PEG. Voilà. Alors, voilà. Après, le truc, c'est que moi, comme je dis, j'ai utilisé PEG, mais j'utilise LPEG qui peut faire l'analyse syntaxique, mais je ne fais pas faire toute l'analyse syntaxique, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de lui faire la détermination des conditionnels qui sont imbriqués les unes dans les autres, parce que moi, je ne compile pas quand même. Hein. Il n'y a pas les phases suivantes de compilation. Donc, pas à peine lui faire du travail inutile. Mais donc, je fais une partie de l'analyse syntaxique et je suis sûr que s'il veut, je peux faire toute l'analyse autant que les concepteurs de Python, puisque en Python, c'est des PEG aussi, c'est pareil. Voilà. D'accord. Et qui plus est, l'analyse est faite aussi vite que quand on utilise du Python. J'en suis persuadé parce que d'abord, c'est des PEG. Après, et ensuite, la bibliothèque LPEG, elle est écrite en C, et donc elle est précompilée en C, donc ça va aussi vite que celui qui tape du Python sur quand il écoute Python. Ah, puis un dernier point que je voulais dire, j'ai oublié pendant que j'y pense, c'est en repensant à Cédric qui a parlé avant, c'est qu'il est possible aussi, je l'ai mis dans la documentation, alors il y a Python Tech. Python Tech, ça formate du Python, effectivement, mais Python Tech formate du Python en utilisant MyTeed, en fait. Hein. Donc, Python Tech, la différence avec MyTeed, c'est surtout que Python Tech, il exécute le code Python et il renvoie les résultats et on peut reformater les résultats. Donc, je n'ai pas essayé d'utiliser mon extension Python avec Python Tech, ce qui doit être faisable d'interfaçage. Mais la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est parce que depuis 6 mois, à peu près, il y a une nouvelle extension écrite par quelqu'un dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Piluatech et qui exécute le code Python, comme le fait Python Tech, et le fait mieux que Python Tech. Parce que Python Tech est obligé de faire des fichiers intermédiaires qui sont copiés, recopiés, tout ça. Tandis que Piluatech, alors il utilise une connexion DDE, je ne sais pas trop quoi,
et il renvoie le résultat plus rapidement même que Python-Tech. Et l'interfaçage de Piluatech avec mon extension Python, sans aucun problème, ça se fait en 5 lignes et je l'ai mis dans la doc de l'extension Python. D'accord. J'ai une toute dernière question que peut-être d'autres personnes se sont posées aussi, c'est quel est l'outil que tu as utilisé pour ta présentation? Ça, c'est le logiciel commercial qui s'appelle Mind Manager. D'accord. Voilà. C'est le leader mondial des logiciels de mind mapping. D'accord. Voilà. Bon, après, moi, j'ai une version, les enseignants, on peut avoir une version pour 100 € à peu près. D'accord. Voilà. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Non, dans le chat, je n'ai pas regardé spécialement. Bien. En tout cas, nous te remercions beaucoup pour cet exposé, François. Ben, moi, je vous remercie pour votre attention.